Je suis Adèle Barbers et mon job à moi ce soir, c'est de vous parler de l'invité. Les organisateurs m'ont dit tu fais un truc simple, tu rappelles juste les moments forts de sa carrière, tu balances un peu d'inédit. Alors je vous rassure, ça va être 100% inédit, hein, puisque l'invité c'est Emmanuel Grégoire. Et personne ne le connaît. Et oui. Donc je vais pas vous rappeler qui il est, je vais vous faire un tuto découverte. Voilà, on va plutôt là-dessus. Non, c'est vrai qu'Emmanuel Grégoire a un petit déficit ou n'est de notoriété. Non, s'il faut le reconnaître. Mais ça, c'est parce qu'en termes de communication, il a choisi une stratégie très particulière qui s'appelle la discrétion. Vous voyez Louis Sarkozy ? Pas ça. Non, voilà. Et franchement, quand il mange une mangue, Emmanuel Grégoire, il n'en parle pas. Voilà, c'est tout à son honneur. Mais attention, il y a 1,3 million d'électeurs dans Paris. Et il a fait 25 vues sur sa dernière vidéo YouTube. Les calculs sont pas bons. Non, faut pas lâcher Emmanuel, vraiment. Si vous postez 52 000 vidéos d'ici mars, vous pouvez y arriver. Voilà. Ou alors faut oublier de déclarer 600 000 € de bijoux. Faites un effort aussi, enfin, voilà, si vous voulez booster l'engagement. Bon, du coup, je vais vous le présenter en 5 minutes, on y va. Néolila, enfance en Charente-Maritime, il a fait Sciences Po Bordeaux, une licence de philo, et après ses études, il a monté deux entreprises dans la tech. Ouais, parce qu'Emmanuel aimait Sartre, mais entre l'être et le néant, il a choisi la thune. S'il n'avait pas découvert la politique, il serait sans doute à la tête d'une start-up à impact. Je pense même qu'il serait peut-être un cofondateur de la Climate House, enfin un cofo, comme vous dites. Mais non, il a découvert la politique, et pas par n'importe qui, par Lionel Jospin, présidentielle 2002. Démarrer la politique par une défaite, hein, ouais, c'est comme découvrir le foot avec l'équipe de France en 2010, quoi. C'est un petit peu dur. Je fais une référence sportive parce que Emmanuel Grégoire est très sportif. Il a couru plusieurs marathons, dont un en 2020, dans l'hôtel de ville, tout seul. C'est vrai. 42 km en rond comme ça, au milieu des escaliers, des portes coupe-feu. Non mais vraiment c'est chapeau. Et c'est ça qu'il nous faut vraiment. Des politiques capables de faire du surplace mais avec conviction. Je peux vous dire qu'il a applaudi lui-même la formule, je fais pas. On continue. À partir de 2008, il a été chef de cabinet d'un adjoint au maire de Paris, puis chef de cabinet du maire de Paris, puis chef de cabinet du Premier ministre. Emmanuel s'est donc longtemps caché dans les cabinets. Bon, elles sont pas toutes bonnes, mais c'est gentil, merci. Et il a fini par sortir en tête, vraiment il a sorti, et être à son tour élu à Paris, donc 2014. Il devient adjoint d'Anne Hidalgo, 2018, premier adjoint, et ça c'était son rêve d'enfant. Il faut le dire parce que j'ai lu qu'il avait, c'est vrai, vous aviez une bucket list, c'est une liste des choses qu'on veut accomplir dans sa vie. Et il y avait écrit, je le cite, être élu local, peut-être dans un tout petit village. C'est mignon. Paris, finalement, ce n'est que le plus gros petit village de France, hein, j'ai envie de dire. Il y avait aussi dans la liste nager avec des requins. Bon, bah ça c'est fait, il était au PS. Et il y avait également manger un bougna, plat local de la Nouvelle-Calédonie. Et il l'a fait, apparemment c'est vrai, hein, vous l'avez fait sur place. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas lui qui a donné l'idée d'un voyage dans le Pacifique à Anne Hidalgo ? On se demande. Il a bouffé, peut-être. D'ailleurs, speaking of Anne Hidalgo, bah, vous connaissez l'histoire, donc je résume rapidement. Ascension du fils prodigue, dispute avec maman, tout cocoué mi Emmanuelito, drama, elle en soutient un autre. Mais Emmanuel Grégoire gagne la primaire, à 800 voix. Alors attention, pas à 800 voix près. À 800 voix, c'est le nombre d'électeurs. Préciser. Mais attention, il gagne au premier tour face à Rémi Féraud et Marion Valère. Quand même, attends, deux féroces opposants qui sont très forts, puisqu'ils ont réussi l'exploit d'être moins connus qu'Emmanuel Grégoire. Mais Emmanuel dit que la notoriété, c'est pas un sujet, puisque ce sont toujours les candidats les moins connus qui ont été élus maire de Paris. Je crois que vous l'avez vraiment déclaré. Et c'est vrai que Jacques Chirac et Jean Tibéri, bah ouais, c'était des nobodes. Hein. Après, moi je comprends que vous recherchiez l'anonymat, Emmanuel, parce que vous étiez ces dernières années premier adjoint en charge de l'urbanisme. Et l'urbanisme à Paris, on peut pas dire que ça a fait l'unanimité. Et pas que pour les automobilistes, les taxis ou Pascal Pro. Hein. Mais bon, après, non, je vous sens pas très concerné, je sais, parce qu'ici à la Climate House, tout le monde a son vélo cargo, évidemment. Pour vous, les colocs. Emmanuel Grégoire, c'est un peu votre demi-dieu, quoi. Je dis demi parce qu'à nouveau, on ne peut pas vénérer un dieu complet tant qu'on ne le connaît pas.
Maintenant, Emmanuel Grégoire est donc candidat à Paris avec son micro-parti appelé Paris en grand. C'est pas la taille qui compte, Emmanuel. Ce qui risque d'être un challenge pour Emmanuel, c'est quand même d'incarner la nouveauté. Parce que quand ça fait 15 ans qu'on est à la mairie de Paris, disons que la rupture pour ne rien changer, ça a déjà été pris récemment, quoi, le paysage politique. D'ailleurs, attendez, 15 ans à cumuler les postes, travailler dans l'ombre avec un boss qui vous fait des misères, mais Emmanuel Grégoire, ce serait pas le Sébastien Lecornu de Paris? Rassurez-nous, vous n'allez pas démissionner. Emmanuel Grégoire est désormais député de Paris, il a été élu post-dissolution au premier tour grâce au NFP rassemblé, comme l'est la gauche aujourd'hui pour la campagne de Paris, hein, tous unis, écolo, communistes, LFI, ah non, pas du tout, non, c'est faux. Chacun y va de sa candidature, et on sait que la division, c'est une technique qui marche. Non, si. C'est comme ça que Delanoë a gagné en 2001. Face à la droite divisée, ouais. Bah, j'ai pas précisé, c'est une technique qui marche, mais pour le camp d'en face. Finalement, Emmanuel Grégoire, c'est Olivier Faure qui en parle le mieux. Il dit de lui, c'est un animal politique qui allie finesse et loyauté, franchise et fidélité. Donc pour Olivier Faure, apparemment, Emmanuel Grégoire est un golden retriever. Bon, c'est pas sympa, et c'est faux. Et c'est faux puisque vous le dites vous-même, votre animal totem, c'est le panda. Il dit c'est vrai, parce que c'est tout doux et qu'il faut s'en méfier. Sa déclaration, je le cite. C'est méfier. Mais moi je dirais surtout que c'est en voie de disparition, quoi. Ce qui marque finalement un choix assez lucide pour un socialiste. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et vous vous demandez sûrement pourquoi on n'a pas parlé du programme. Eh bien, c'est une excellente question. Je me la pose aussi parce que je n'ai pas trouvé le programme. J'imagine qu'on va en apprendre un petit peu plus ce soir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans sa déclaration de candidature, il a dit qu'il voulait être un maire qui nous projette vers demain. J'espère pas trop fort. Du coup, je vous laisse entre architecte du monde de demain et dans les mains expertes de votre journaliste de ce soir, Alexandre Kouchner. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à vous qui êtes dans la salle et à vous qui nous regardez en bas. Bienvenue au premier rendez-vous de Climat et Municipal, ce titre si bien trouvé. Merci d'ailleurs d'en accueillir tout de suite le tout premier invité, le député de la 7e circonscription de Paris, candidat du Parti Socialiste à la mairie de Paris, monsieur Emmanuel Grégoire. Bonsoir Monsieur Grégoire, merci beaucoup d'être le premier à inaugurer ce cycle de conférences. Le premier tour des municipales, c'est le 15 mars 2026. C'est à la fois très proche et très loin. Ce serait dommage de se faire un claquage de l'interview là tout de suite. Je vous propose donc un petit échauffement. C'est très simple, j'ai une série de questions. Vous répondez uniquement par oui ou par non. Prêt ? Il a compris l'exercice. Pour travailler, vous préférez vraiment le bureau du maire de Paris à un desk à la Climate House ? Ça dépend pourquoi faire, mais en l'occurrence, je suis plutôt sur le bureau du maire de Paris, oui. Un café, oui. Vous avez dit vous préférez. Donc oui, non, mais... J'aurais répondu par oui ou non, c'était absurde à la question. Non, mais vous avez raison, il faut être plus clair. Un café avec un entrepreneur à 7h du matin, c'est trop tôt ? Non. Une réunion publique avec des startups engagées à 19h30, c'est pas trop tard ? Non. Vous seriez prêt à créer un conseil des entrepreneurs parisiens ? Oui. La mairie de Paris pourrait-elle instituer une préférence régionale et acheter davantage auprès des PME et startups parisiennes ? Oui, mais... Elle était claire celle-là. Oui, mais... Oui, mais... La bonne réponse, c'est oui, mais... D'accord. Un maire d'arrondissement doit-il ou doit-elle vraiment être bien sapé ? Oui. Installer des panneaux solaires sur tous les toits publics, est-ce que c'est faisable ? Oui. 0 voiture thermique à Paris avant 2030, est-ce réaliste ? Non. Anne Hidalgo fait-elle une bonne candidate pour le HCR ? Oui. Toutes les aides municipales devraient-elles être conditionnées à des résultats mesurables en matière de réduction d'émissions ? Oui. Maire de Paris, c'est plus compliqué que Premier ministre ? Non. La loi PLM vous semble-t-elle une bonne réforme du mode de scrutin du maire de Paris ? Non. L'élection du maire de Paris a évidemment un retentissement national. Vous pensez vraiment que les votants se prononcent sur un programme local ? Oui.
Vous êtes prêt à ce qu'on vous tienne responsable des problèmes de métro? Oui. Vous aimeriez bien répondre par plus qu'un seul mot? Oui. Ça tombe bien. Nous voici échauffés, on va pouvoir passer aux choses un tout petit peu plus sérieuses. Adèle en parlait tout à l'heure. Hier soir, Renaissance a officialisé son soutien au candidat Horizon plutôt qu'à Rachida Dati. Pas besoin de nous demander à quel point vous avez sabré les bouteilles de champagne. Il n'y aura donc pas d'alliance à droite, en tout cas pas au premier tour. À gauche, vous êtes encore en tractation avec les Verts et les communistes. Est-ce qu'il faut s'attendre à un premier tour sans alliance et en fait une offre politique éclatée de l'extrême droite à la gauche de la gauche? Non, on va réussir à s'allier, j'en suis convaincu. Il faut laisser un petit peu de temps au temps. Il faut travailler sur deux enjeux que vous connaissez par cœur. Il y a d'un côté le projet, de l'autre côté il y a l'enjeu des responsabilités et de la constitution des listes. Mais j'étais confiant, je suis désormais extrêmement confiant. Vous devriez les inviter vite parce que je crains qu'ils ne soient plus candidats après le 17 novembre. Pression. Ça signifie que si alliance il y a, elles se feront plutôt au deuxième tour. Alors que les relations au niveau national sont très tendues, est-ce que vous ferez alliance avec LFI pour les municipales? Non, je ne ferai pas alliance avec LFI au municipal, ni au premier ni au deuxième tour. D'abord parce que je ne le souhaite pas, ils ne le souhaitent pas non plus, ce qui est quand même deux raisons en soi suffisantes en les cumulant. Et parce que sur un enjeu municipal à Paris, je suis favorable à l'union des gauches la plus large possible, mais il faut le faire dans la cohérence au nom d'un projet et d'une vision des grands enjeux de transformation. Et je ne crois pas que cette vision partagée sur le projet elle soit présente dans nos relations avec LFI. Donc une union des gauches jusqu'à pas le bout de la gauche. C'est une union des gauches sur LFI, vous la connaissez, mais ça recoupe des sujets nationaux. On peut faire semblant ici que ça n'existe pas, mais le sujet national est, de mon point de vue, d'une rupture de LFI par rapport à la stratégie d'union de la gauche, pour plein de raisons, et qui notamment sont très liées au destin personnel que s'imagine Jean-Luc Mélenchon. À Paris, ça veut dire discuter avec l'après, avec Génération, avec plein d'autres formations, Place Publique, le PC, le PS évidemment que je représente, et tout ce qui fait la gauche sociale et syndicale et mouvementiste de Paris, hors LFI. Question de stratégie mise à part, parlons projet, parlons programme. Première question, il est où le programme? Alors ça, il suffit de chercher sur Google, c'est un outil assez intéressant. Alors attendez, pardon, laissez-moi préciser, parce que j'ai bien senti quand même que vous n'allez pas complètement me le faire. Sur votre site, il y a des propositions, il y a des idées pour Paris, mais effectivement, il n'y a pas de document global, en tout cas à ce stade. Alors vous avez sorti un livre, mais il n'y a pas de... On a sorti des livres, on a sorti des centaines de pages de contributions écrites, donc ça, ce n'est pas un programme abouti, mais il y a incontestablement une matière première déjà extrêmement riche. C'est des années de travail avec des centaines de personnes qui, et j'en reconnais de nombreux visages dans la salle d'ailleurs, qui participent. Il ne s'agit pas du programme définitif. Pourquoi? Parce que le programme définitif, d'abord, on est en phase de construction complémentaire, notamment à travers un processus qu'on appelle Parlons Paris, de rencontre avec les Parisiens. Deuxièmement, c'est l'objet des discussions que nous avons avec, en particulier, Place Publique, les écologistes et le Parti communiste. Chacun y apporte sa pierre. Et l'idée, c'est évidemment d'aller jusqu'à la fin de l'année et de publier les programmes définitifs. Mais d'ores et déjà, y compris peut-être dans le champ des sujets d'intérêt qui peuvent être évoqués ici, on a déjà de très nombreuses contributions écrites. Et je suis très preneur, nous sommes très preneurs de vos réactions, de vos compléments sur cette base. Le sujet n'est pas embrassé dans sa totale complexité, mais on a déjà beaucoup travaillé et on va continuer. L'une des propositions qui a déjà été émise par vous sur la place publique et qui a d'ailleurs fait réagir les autres candidats et candidates, c'est celle d'avoir des métros toute la nuit à Paris. La décision ne dépend pas que de la mairie de Paris, hein, il faut évidemment le préciser, elle dépend aussi d'Île-de-France Mobilité, dont l'une des administratrices, par ailleurs maire Horizon du 9e arrondissement, parle d'un coût de 500 millions d'euros par an. Vous estimez, vous, ce coût autour de 100 000 euros par ligne par nuit. La question reste la même, comment comptez-vous financer ce dispositif?
Alors, d'abord, effectivement, le coût global dépend, et chacun peut le comprendre aisément, dépend de la fréquence et de la puissance de montée en charge du dispositif. Évidemment, et ce n'est pas le même coût entre les lignes automatisées, les lignes non automatisées, mais à mon avis, le débat n'est pas à ce stade ici. Le débat, c'est que Paris, c'est l'une des villes touristiques les plus puissantes du monde dans sa symbolique, dans son rayonnement, dans son attractivité, dans sa vie nocturne, dans son activité économique. Et pour avoir passé quelques nuits de start-upers, ça a été rappelé gentiment tout à l'heure, on se couche très tard, etc. Et la question de la mobilité, elle est essentielle pour faire fonctionner tout cela. Et le double axe, c'est évidemment stimuler la vie nocturne, et puis l'attention aux travailleurs de première ligne. Il y a une personne sur 10 qui travaille la nuit dans son cycle de travail habituel, et nous avons des dizaines de milliers de travailleurs qui doivent prendre leur voiture le matin parce qu'ils ont des prises de poste autour de 5h45, 6h. C'est valable dans tous les services hospitaliers, c'est valable dans tous les services d'entretien d'espace public, dans l'entretien bâtimentaire, chez les femmes de ménage, dans tous les secteurs. Des gens dont peu se préoccupent d'habitude, et l'idée c'est de pouvoir aussi les accompagner sur des solutions de transport. Comment on finance? C'est simple, c'est quels sont les bénéficiaires résiduels de cela? L'activité économique. Je souligne que les entreprises sont déjà des contributeurs importants, évidemment, au financement global d'Île-de-France Mobilité, mais il y a aussi le sujet de la tarification particulière de nuit, en particulier pour les touristes et ceux qui ne seraient pas abonnés au Pass Navigo. Et puis enfin, on peut utiliser, je crois, et d'ailleurs, Valérie Pécresse n'est pas privée d'en prendre une partie ou d'en détourner une partie. Jamais la taxe de séjour n'avait jusqu'à présent été utilisée pour financer les transports en commun. Il se trouve que post-Covid, il y a eu une augmentation de la taxe de séjour qui a été envoyée sur les transports en commun, et je propose que nous réfléchissions à cela. Une proposition particulière, vous savez qu'il y a un système de tarification par nuit qui est plafonné, c'est 5 € maximum, et c'est monté à 7 € dans certaines circonstances maximum par nuitée. À New York, on est sur un pourcentage de la nuitée, c'est entre 10 et 14%, c'est pas exactement le même mode de calcul. Mais le potentiel fiscal, c'est-à-dire pour un palace, à 8 000 € la chambre la nuit, pour un Airbnb à 15 000 € la nuit, parce que ça existe beaucoup à Paris, ce type de bien, la taxe par jour, c'est 5 €. Qu'on ne me fasse pas croire qu'on ne peut pas le monter à 25 sans que ce soit 1 $ pour celui qui paye 8 000. Donc j'ai plein de propositions techniques. En tout cas, je veux revenir sur l'essence de cette proposition. L'essence de cette proposition est importante, évidemment, elle est au milieu d'un ensemble, d'un programme bien plus vaste. C'est de remettre un récit positif sur la transformation de la nuit, de remettre un récit où on sort du déclinisme et, entre guillemets, de l'inquiétude sur l'avenir. Paris est une ville qui rayonne, qui va rayonner, qui a des atouts immenses à faire valoir, et il est fort logique, je le crois, que l'on puisse se développer. Et pardon de dénoncer une toute petite posture politicienne. La proposition avait été formulée par la candidate Valérie Pécresse en 2015. Il n'est pas interdit aux candidats d'honorer leurs engagements après. Voilà. Mais ça signifie qu'une telle mesure est peut-être extrêmement difficile à mettre en œuvre, en place. C'est en fait un serpent de mer un peu des campagnes municipales. Vous pensez que là, maintenant, pour les raisons financières que vous exposiez, et éventuellement pour les raisons de nécessité que vous exposez également, là, c'est possible? Alors, d'abord, ça n'a pas été un serpent de mer des élections municipales, c'est un thème qui a été relativement absent, et notamment parce que jusqu'à présent, la ville n'allait pas trop sur ce terrain-là, sachant qu'elle est un énorme contributeur financier, mais pas une autorité qui décide. Moi, je crois qu'il faut la volonté politique sur ce sujet comme dans d'autres pour faire bouger les choses. Et vous me demandiez si je me fais engueuler pour la qualité du métro. La réponse est oui. Un maire ne s'exonère d'aucun sujet et ne peut pas dire c'est pas moi, c'est un autre. Il dit oui, ok, je vous écoute et je vais essayer de régler le problème. Pourquoi je pense que ce sujet il est particulièrement important aujourd'hui? D'abord parce que Paris a connu une explosion de son activité de nuit, et c'est à mettre au crédit de beaucoup d'acteurs. La vie nocturne à Paris est devenue extrêmement riche. Et deuxièmement, parce que face à la crise du logement, face à de nouvelles exigences d'organisation des sites de travail, notamment post-Covid, la question de la mobilité des travailleurs les plus fragiles, des travailleurs de première ligne qui embauchent à 6 heures pour qu'on puisse aller dans nos bureaux propres à 8 heures, fondamentalement, il faut que nous y fassions plus attention, et je n'ai pas entendu beaucoup de voix qui les défendaient jusqu'à présent. On va rester sur les questions de mobilité. Adèle le rappelait aussi, vous avez peut-être un tiers du parc de vélos cargo parisien qui se gare en bas de la Climate House tous les jours. D'après le dernier plan climat de la ville de Paris,
Plus de 1500 km de linéaires cyclables ont déjà été créés, parfois aux grandes dames des automobilistes. La mobilité est un sujet de friction, c'est un sujet compliqué et délicat. Est-ce que vous comptez intensifier la politique de mise en œuvre de ces plans vélo, ou est-ce que vous jugez quand même que la tension est telle qu'il faut peut-être temporiser un tout petit peu? Non, on ne va pas temporiser, on va continuer. D'abord, vous avez raison de rappeler, la mobilité, c'est des concurrences d'usage de l'espace public. Et donc, il y a peut-être une frustration qui peut s'exprimer quand, parfois, on trouve qu'on ne peut pas aller assez vite par rapport au mode de transport d'à côté. Aujourd'hui, les automobilistes coincés dans des embouteillages maudissent la gauche, maudissent la gauche et moi-même, d'avoir fait des pistes cyclables comme si c'était l'élément d'explication de la thrombose, oubliant, comme le démontrent toutes les études, comme le démontrent toutes les images d'archives, de films, de photographies, des embouteillages avant qu'il y ait des pistes cyclables, il y en avait, selon un principe assez simple, c'est que la voiture prend l'espace qu'on lui laisse. De toute façon, c'est mécanique. Je ne suis pas insensible, évidemment, au bon équilibre de tout cela. Mais la révolution du vélo est une révolution qui, à Paris, a un immense avantage pour tout le monde. Et donc, on va continuer à développer des axes en réseau cyclable sécurisé. Deuxièmement, on va mieux sécuriser un certain nombre de carrefours où malheureusement des drames nous rappellent souvent qu'il y a une obligation de résultat en matière de sécurité. Et l'objectif, ce sera 0 mort, 0 blessé grave en matière de déplacement vélo. Et le troisième sujet, c'est évidemment la régulation des comportements. Tous ceux qui sont cyclistes peuvent parfois se laisser aller, mais enfin observent que d'autres se laissent aller beaucoup trop souvent. À vélo carboné, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas se glisser partout aussi facilement. C'est une révolution positive à tout point de vue, au point de vue de la mobilité, du partage de l'espace, de la lutte contre la pollution, de la lutte contre le bruit. Ça n'a que des vertus et ce serait démagogique et surtout vraiment une faute de ma part de ne pas le porter avec encore plus de volontarisme après. Le sujet sur la voiture, c'est de continuer à offrir des solutions alternatives pour que tous ceux qui peuvent s'en passer s'en passent, y compris pour permettre à ceux qui ne peuvent pas s'en passer pour des raisons économiques, de mobilité, etc., de pouvoir le faire dans un confort relatif. Et donc on va continuer ce chantier-là. Je crois que cette bataille culturelle, elle est gagnée, la victoire d'usage est en pleine expansion et je trouve très éclairante. Il y aura bien d'autres combats à mener. La question des mobilités est centrale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde ici sait que l'objectif des plus 1,5 degrés est largement dépassé. L'étude Paris face au changement climatique de l'Agence parisienne pour le climat prévoit un réchauffement d'environ 3,8 degrés pour la fin de siècle dans un scénario intermédiaire. Ça peut être pire, on peut le faire, ne lâchons pas. Sachant que l'empreinte carbone de Paris a déjà connu une baisse de 32% entre 2004 et 2022, en tant que maire de Paris, est-ce que vous mettriez davantage l'accent sur l'atténuation, donc la poursuite de la baisse des émissions, ou sur l'adaptation au changement climatique? Il y a un moment où, pour une question d'allocation des ressources peut-être? Oui, la réponse c'est les deux, évidemment, mais je voudrais insister sur un sujet, parce que j'aimerais quand même qu'on en parle dans la campagne, c'est que ce n'est pas vrai que la mobilité c'est le gros réservoir de la lutte contre le changement climatique désormais. Les gains marginaux sur les mobilités seront de plus en plus faibles. Il faut le dire, parce que quels sont les enjeux en matière de trajectoire de neutralité carbone? 3 choses. 1, combien on consomme d'énergie. 2, combien on a produit. Et 3, quelle est l'empreinte carbone globale, non pas appréciée à l'intérieur du périphérique, mais à l'échelle de la ville dense ou de la métropole, peu importe quel périmètre on lui donne. Mais aujourd'hui, les grands gains qu'on peut obtenir en neutralité carbone, évidemment qu'on va continuer à travailler sur les mobilités, évidemment qu'on va continuer à travailler sur l'espace public, sa végétalisation, son apaisement, etc. Mais les 2 secteurs majeurs, c'est le mix énergétique de Paris et la rénovation thermique du bâti pour faire en sorte que ça consomme moins. Il faut l'expliquer. Parce que c'est pas en mettant des fleurs en plus, on va le faire, l'espace public, dans notamment l'adaptation tactique, on va dire, je le dis devant Alexandre, avec lequel on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Il faut s'attaquer au dur, et le dur, c'est combien on consomme les bâtiments et comment on alimente tout ça. Je reviens à ma question. Vous dites les deux, c'est-à-dire que vous comptez mettre le même budget sur les deux, il n'y a pas de priorisation de l'adaptation du bâti, de la lutte contre les îlots de chaleur, c'est vraiment les deux à même hauteur. C'est les deux, mais enfin, il faut mettre beaucoup plus d'argent sur le bâti, tout simplement parce que ça coûte infiniment plus cher, ça coûte infiniment plus cher de rénover un immeuble que de créer une piste cyclable et de mettre des végétalisations. C'est hors de proportion. Le coût de l'investissement, on travaille beaucoup sur ces sujets-là dans le programme,
c'est comment on fait un effet de levier sur la rénovation thermique du bâti, alors à la fois sur nos propres bâtiments, on est un propriétaire important, mais surtout l'effet de levier sur la propriété privée. Il y a plusieurs outils pour ça, il y a des outils normatifs, c'est ce qui relève notamment du plan local d'urbanisme bioclimatique et plein d'autres choses. Il y a aussi des leviers fiscaux qui relèvent de la législation, et j'y travaille beaucoup. Pour donner un exemple, j'ai déposé une proposition de loi sur la lutte contre les bouilloires thermiques. Mais le troisième levier, c'est évidemment financier. Comment on crée des mécanismes financiers innovants pour faire en sorte de financer les projets de rénovation des copropriétés, des grands propriétaires, mais aussi des copropriétés privées. Notamment, j'insiste sur un point, dans la PPL de lutte contre les bouilloires thermiques, on travaille plusieurs sujets, c'est la désinflation normative, notamment du pouvoir des ABF de s'opposer beaucoup trop longtemps et beaucoup trop durement à un grand nombre de sujets de transformation. Et le deuxième, ce sont les règles de gouvernance de copropriété, qui est quand même l'endroit de démocratie le plus formidable que vous devez connaître comme moi, où les processus sont trop complexes, trop longs. Et comme ils sont trop complexes, trop longs, le temps que ça se mette d'accord, vous refaites un devis et vous vous rendez compte que ça pète l'enveloppe initiale. Enfin, c'est un truc, c'est Capharnaüm. Et on a beaucoup progressé là-dessus avec l'Agence parisienne du climat en ingénierie, d'accompagnement, etc. Ce qui manque maintenant, et ce sur quoi on est en train de travailler, c'est ce que j'ai appelé très improprement la banque de la transition énergétique, ça n'aura rien juridiquement d'une banque, mais qu'un dispositif public de cofinancement de la rénovation thermique du bâti. Et je dis cofinancement, et pourquoi j'appelle ça banque, c'est qu'il faudra qu'à un moment donné, la puissance publique récupère aussi un peu de la valeur économique de ces rénovations. Alors dites-nous-en un peu plus, parce que ma question d'après était évidemment sur la rénovation énergétique des bâtiments, avec quand même des chiffres qui sont frappants, vous vous en rappeliez l'ampleur, mais d'après l'atelier parisien d'urbanisme, à la fin du premier trimestre 2024, on avait audité à peu près 25% du parc de logements parisiens, 43% sont des passoires thermiques. C'est donc vraiment un chantier colossal. Il y a une passoire sur 11 en vente en France qui se vend à Paris. C'est quoi donc ce mécanisme financier dont vous nous parliez? Vous nous avez parlé des autres leviers. Cette banque, comment fonctionne-t-elle? Qui pourra y avoir droit? Et d'où vient la moula? Alors, la moula de votre poche, mais, parce qu'à la fin des fins, c'est notre argent. Mais grosso modo, le mécanisme est le suivant. On a l'Agence parisienne du climat qui fait de l'accompagnement en ingénierie et rénovation thermique. De quoi on a besoin, quels type de travaux vous devez faire pour changer de classe thermique, etc. Et l'idée, c'est de créer des mécanismes de cofinancement avec, par exemple, des reprises de valeur. C'est-à-dire que soit au moment de la vente du bien, c'est là, à ce moment-là que la collectivité récupérera une partie de la valeur du bien. Soit on aura des mécanismes de prêt à taux zéro un peu plus traditionnels. Et comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner sous forme de fonds de dotation. On va la doter en capital, elle aura une capacité d'endettement et elle s'endettera avec des mécanismes de remboursement in fine ou en tout cas sur des durées d'amortissement beaucoup plus longues que si c'était un propriétaire particulier qui le fait. Donc on a des idées assez intéressantes, assez innovantes, des partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Je ne vais pas tout détailler, y compris pour que tous les challengers ne s'en saisissent pas tout de suite, mais on a à peu près détouré un outil. Mais l'honnêteté m'oblige à vous dire que le volume d'investissement nécessaire pour une ville comme Paris est vertigineux. Et donc il faut qu'on y travaille hyper rapidement avec énormément de volontarisme. Et dernier point, parce que il faut quand même avoir en tête c'est quoi les travaux. Vous connaissez les critères un peu compliqués de MaPrimeRénov', etc. Il faut faire 3 trucs et si tu n'en fais qu'un ou 2, ça passe pas. Enfin, tout ça est absurde. Donc il y a aussi des sujets nationaux de révision de ces critères-là. Et moi, on a un truc très simple à Paris, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, pour éviter le risque de surconsommation énergétique dans la trajectoire pluriannuelle, notamment par les climatiseurs, ça s'appelle le plan volet. Ça a été inventé en 4000 avant Jésus-Christ, ça marche hyper bien quand il fait chaud, mettez un volet. Le problème, c'est qu'à Paris, il y en avait partout des volets historiquement. Et ils ont été supprimés partout. Et maintenant, on peut difficilement les remettre, notamment à cause des ABF. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on va creuser. On va revenir à quelques outils assez essentiels et assez efficaces. On a un bâti qui est assez... je ne sais pas, vous avez en tête le bâti de l'urbanisme parisien, mais on a un tiers de haussmannien, un tiers de diffus dans lequel se mélange de l'historique et du faubourien, et un tiers de tissu contemporain. Le pire de tout, vous vous en doutez, c'est le tiers contemporain, parce que c'était une époque où on n'était pas matricé pour s'inquiéter du niveau de consommation énergétique du bâti. Et le bâti historique à Paris est plutôt de qualité. Le
notamment le bâti haussmannien, est plutôt bien fait, il est en bois, il est en pierre, il est généralement traversant, et donc il a des vertus. Et pareil, il y a eu un dernier changement de paradigme récent, c'est que pendant très longtemps, on pensait les travaux d'isolation, de rénovation thermique au profit de la protection contre le froid. Aujourd'hui, on est aussi, et peut-être même d'abord, en train de s'interroger sur la protection contre le chaud. Vous dites à l'instant, c'est évidemment un peu notre argent, et il y aura de l'emprunt. Ça va coûter cher. La difficulté, c'est que dans son dernier rapport publié fin septembre, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France indique que l'encours de la dette de la ville, c'est 9,3 milliards d'euros. Et que, je cite le même rapport, ce montant ne permet plus à la ville de financer ses investissements autrement que par un recours à l'emprunt. La ville est très endettée, ça fait plus 20% entre 2021 et 2024. Je me dois de préciser que 10 jours après la sortie de ce rapport, l'agence Standard & Poor's a attribué la note AA- à la ville de Paris. C'est la note maximale pour une collectivité. Reste que la dette va avoir des conséquences sur vos capacités à financer tous ces projets. Est-ce que vous allez lancer un plan d'économie ou est-ce que vous jugez que ces investissements sont vitaux et que la dette peut encore un tout petit peu augmenter? Alors, les deux peuvent être vrais. D'abord, la dette ne pose pas de problème à la ville de Paris. Aucun. Et j'insiste, lisez les rapports des agences de notation, il n'y a pas de problème de la dette. Pourquoi? On a passé la dette, je dis nous la gauche, je n'étais pas encore assez grand pour avoir une responsabilité à l'époque, mais je l'assume complètement. On a passé la dette de 1 à 10 milliards entre 2001 et 2026. Donc 9 milliards net de dette. La Cour des comptes elle-même dit que dans le même temps, le patrimoine de la ville, il est passé de moins de 20 milliards à 47 milliards d'euros. Selon un principe assez simple à Paris, vous achetez de la pierre, si vous avez un taux d'intérêt pas très élevé, vous vous enrichissez en vous endettant. Ça marche partout pareil. On a un patrimoine exceptionnel. L'objectif n'est pas de le vendre, c'est bien le sujet. Et c'est ça que la question à laquelle je vais répondre, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Donc la situation financière de la ville, elle est très bonne, et je reconnais un déséquilibre dans le poids de l'endettement sur les investissements en 2021, 2022, 2023, qui est lié au fait 1, de la post-crise Covid, et 2, crise ukrainienne, inflation, etc. Il aurait pu être fait le choix de ralentir l'investissement. En réalité, pas tout à fait, parce que les coûts partis font que de toute façon le train avance, mais le tout choix a été fait de continuer. Ça me paraît totalement sain et justifiable. Pourquoi? Parce que notre taux, on n'a pas de taux d'emprunt, on a des émissions obligataires, mais on emprunte à des taux extrêmement bas. Et notre seule menace, d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est la santé financière du pays. Je rappelle pour ceux dans la salle qui ne sont pas familiers du sujet, les collectivités territoriales, elles sont soumises à ce qu'on appelle une règle d'or. Une règle d'or. La première, c'est qu'elles n'ont pas le droit d'être en déficit. C'est interdit. Donc il n'y a jamais eu de déficit à la ville de Paris. C'est interdit par la loi. Deuxièmement, elles n'ont pas le droit de contracter 1 euro de dette pour autre chose que pour investir. L'État, lui, fait de la dette pour payer le carburant qu'il consomme maintenant. Une collectivité territoriale, elle n'a pas le droit. Chaque euro dépensé en dette doit faire l'objet d'un investissement qui est inscrit dans les actifs de la collectivité. Et troisième règle, c'est encore plus prudentiel que pas de déficit. Nous devons obligatoirement dégager un excédent de fonctionnement, c'est-à-dire en gros des recettes plus élevées que les dépenses, pour couvrir l'ensemble des annuités d'emprunt. On doit couvrir les amortissements d'emprunt annuels. Donc c'est triple ceinture pour les collectivités territoriales. Et donc de toute façon, on ne peut pas jouer avec le feu. Qu'est-ce que ça change pour l'avenir? C'est que comme on a une dette importante, pas du tout sur endettement, etc., mais comme elle a déjà beaucoup utilisé le levier de l'endettement, nous allons devoir rééquilibrer. On va rééquilibrer de 3 façons. La première, je ne vais pas utiliser le mot plan d'économie parce qu'il y a des endroits où on fait des économies, d'autres où on dépense un peu plus, mais nous allons dégager plus d'excédents de fonctionnement. Nous allons construire une stratégie budgétaire où il y aura plus d'excédents de fonctionnement. Deuxièmement, je vais faire une révision d'actifs. Parmi les 47 milliards d'actifs de la ville de Paris, je pense qu'il y en a moi 5 ou 6 qui ne sont peut-être plus aussi essentiels au service public parisien et que nous allons vendre au profit notamment des grands investissements en matière de transition écologique et de logement, qui sont les 2 grands sujets consommateurs. C'est-à-dire que les 9 milliards de dettes, on a construit 130 000 logements sociaux depuis 2001. 130 000. Vous faites un calcul simple, tu mets le prix d'un appart moyen par 130 000, ça fait beaucoup d'argent. On n'a pas inventé. Et le troisième sujet, c'est des modes de financement innovants dans lesquels on va travailler sur en gros des dissociations foncier bâti, des amortissements beaucoup plus longs sur certains sujets.
Bref, c'est un peu technique pour vous dire, 1, il ne faut pas être inquiet de la situation financière. 2, on ne pourra pas continuer à augmenter la dette avec le même rythme que les 4 mandatures précédentes. Et que 3, nous avons des ressources immenses à faire valoir pour financer ces investissements futurs. Vous nous annoncez quand même qu'à un moment, la dette peut augmenter, mais qu'on va se séparer d'une partie du patrimoine public de la ville de Paris. Est-ce qu'il y a un ratio que vous avez en tête? Est-ce qu'il y a une somme seuil où vous vous dites, en fait, là, au-delà, on va vendre la Tour Eiffel et ça va faire mauvais genre? Alors d'abord, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans les 47 milliards, il n'y a pas les biens incessibles. Pas Tour Eiffel, il n'y a pas la Sorbonne. On va dire de la Sorbonne, pas de la Sorbonne. On ne va pas prendre la Tour Eiffel. Même pas Pékin, par contre. Je ne dis pas être blanc, mais dans la priorité, c'est quoi le plus important? C'est de financer la rénovation thermique du bâti ou de rester propriétaire d'un stade dont il va falloir payer la rénovation? Je me pose la question, on verra plus tard comment on la tranche. Donc on a des actifs, on a beaucoup d'actifs tertiaires, on a beaucoup de réserves foncières, on a des bâtiments, mais tous les biens incessibles, et fort heureusement, sont incessibles. Autre question centrale à la lutte pour une écologie et un système plus durable, celle du retraitement des déchets. Les Parisiens produisent 450 kg de déchets ménagers par habitant, à peu près. C'est moins, en gros, qu'ailleurs. Mais d'après la Chambre régionale des comptes, le taux de tri n'est que de 40%. Or, Paris propose d'ores et déjà, il y a des systèmes de réemploi, de valorisation, de tri pour quasiment tous les matériaux. Ma question est donc, comment comptez-vous faire de Paris une ville zéro déchet? Alors, une ville zéro déchet, c'est évidemment un principe dont chacun comprend l'idée, c'est de dire évidemment qu'on produit des déchets. Comment on fait pour, c'est un peu atténuation et transformation, c'est les mêmes sujets. On va proposer des choses disruptives sur les déchets. Ça ne marche pas bien, pas du tout bien. Comme vous l'avez évoqué, on a même d'ailleurs une forme de retard là-dessus. Je vais donner un exemple. Il n'y a pas de poubelle de tri dans la rue. C'est très marginalement. Il y en a un peu à la RATP, mais enfin, va comme je te pousse, c'est mieux que nous, puisque nous, il n'y en a pas. L'espace public, il n'y a pas, hormis ce qu'on appelle les tri libres, ce n'est pas concevable. Et donc, mais pourquoi on ne le fait pas, c'est que les habitudes ne sont pas encore totalement calées, puisque déjà les Parisiens, en tout cas certains, ne comprennent pas que l'objet doit être mis dans le sac et pas à côté, le passage. Donc avant de leur expliquer le code couleur... C'est pas si clair que ça, mais plus... je sais, mais... Donc du coup, avant de travailler sur le code couleur, on essayait de travailler les fondamentaux. Je crois qu'il va falloir avoir des idées très disruptives, je ne dirai pas plus ce soir. On va proposer des choses. Disons que j'ai une préoccupation, par exemple, c'est un dossier sur lequel j'ai énormément travaillé, qui sont les tri des biodéchets. Moi, j'ai été dans le 12e arrondissement, qui, pour ceux qui ont le bonheur, la chance, historiquement, d'habiter dans ce très bel arrondissement, je les aime tous, mais celui-là, je l'aime bien parce que j'ai été longtemps. Il y a eu l'expérimentation du tri des biodéchets au pied d'immeuble. C'est-à-dire qu'on avait fait des marchés où il y avait une troisième tournée, en plus du jaune et des ordures ménagères générales, de biodéchets. Donc ça consistait à avoir des petites poubelles marron, dans lesquelles on avait ces fameux sacs, parce que c'est important que quand on jette les biodéchets, le sac soit compostable lui-même, sinon ça vous salope tout et ça sert à rien, et ça va direct à l'incinérateur, ce qui est quand même un peu l'habitude. Ça n'a pas marché du tout. Pour plein de raisons, mais que je les évoque, la façon dont les immeubles sont faits et le peu de place parfois pour les poubelles et la capacité à mettre un bac dans l'immeuble en copro, l'indiscipline, le manque de participation, peut-être parfois de compréhension malgré les campagnes de com, etc. Donc là, on a changé de système, interruption des collectes en pied d'immeuble au profit de points de collecte répartis. Autant vous dire qu'il y a des... alors j'imagine que dans la salle, qui fait de tri de ces biodéchets dans la salle? Évidemment, vous êtes c'est parfait aussi. Franchement, on est dans le très très haut taquet de la moyenne parisienne. Oui, non, mais c'est pire que ça. Cette salle n'est représentative d'à peu près rien, à part niveau parcours. Si, et sans jugement moral, elle est représentative de ce vers quoi nous devons aller. Et donc, nous travaillons sur des mécanismes... Ça y est, il vous plaît. Il faut que nous travaillions sur des mécanismes beaucoup plus incitatifs. Et je crois que l'un des sujets, c'est comment on est bénéficiaire résiduel de ce qu'on devrait faire moralement pour l'intérêt général, mais quand même c'est chiant de l'avoir en tête, et comment on fait pour trouver les mécanismes de... Donc j'ai plein d'idées autour d'une fiscalité ou d'une défiscalité incitative sur le sujet du respect du tri. On a plein d'idées marrantes, mais on va garder un peu de suspense quand même. Vous dites vraiment ça à un journaliste en disant j'ai plein de trucs à vous dire, mais je vous les dirai pas. Non, c'est pas vous que je parle. Oui, bah ça j'ai préparé.
Il y en a quelques-uns dans la salle. J'ai deux dernières questions, l'une qui a trait aux entrepreneurs et aux entrepreneuses parisiens. Vous avez récemment pris position contre le partenariat noué entre Chine et le BHV. Comment est-ce que la ville peut protéger, encourager ces entrepreneurs et ces startups dans des domaines exposés à une très forte concurrence, qu'elle soit asiatique ou américaine, dans le textile, dans les services numériques? Bref, est-ce que la mairie pourra être la rampe de lancement des startups parisiennes? Alors d'abord, la rampe de lancement, non pas tout seul, mais en tout cas un partenaire à l'évidence. Je pense que vous l'avez compris, moi j'ai eu une longue vie dans le privé avant d'être élu et avant d'être collaborateur. Parce que je suis vieux, presque rappelé. Je voudrais vous raconter une anecdote, elle est encore là? Oui, Adèle est là, elle vous écoute, elle prend des notes. D'abord, j'ai beaucoup aimé le portrait que vous avez fait, je sais rire de moi-même souvent plus que sur les autres, mais une fois j'ai croisé Adèle, on se connaît déjà, on s'est croisé parce que je connais son mari, on s'est croisé sur un trottoir, et son mari... On en est à ce stade-là de la conversation, voilà. Et je connais très bien son mari, mais je ne connais pas du tout Adèle, que je n'ai jamais recroisé à part à cette occasion-là, et son mari lui a dit, c'est Emmanuel Grégoire. Et j'ai vu à son visage que ça ouvrait quelques perspectives sur son milieu humoristique. J'espère qu'elle a appris un peu à me connaître entre-temps, mais je le vois au moins en lisant quelques trucs. Moi, j'ai une passion pour l'entrepreneuriat, je l'ai été longtemps, avec malheureusement pas gagné assez de fric, sinon j'aurais peut-être fait autre chose de ma vie, mais en tout cas, j'ai connu des belles aventures et aussi des échecs dans la vie entrepreneuriale. Et si je suis venu à la ville de Paris, ce qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une carrière politique, je suis un militant, j'ai toujours été militant et bien avant d'être élu, etc. Mais enfin, jamais j'avais pensé quand j'étais petit que je ferais ça. Et si une chose que j'ai pensé, c'est effectivement être élu de mon village, parce que j'ai fait toute mon adolescence en pleine campagne en Charente-Maritime, moi je suis venu à la mairie pour m'occuper de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Si j'ai travaillé avec Jean-Louis Miticat, c'est Bertrand Delanoë, je ne connaissais pas Jean-Louis. Bertrand Delanoë m'a dit viens à la mairie, on a un immense programme innovation université recherche, je trouve que c'est mes cœurs de compétences, j'ai fait de l'investissement, etc. Je suis venu pour ça, on a développé tous les programmes et je le dis ici puisque je suis venu longtemps et souvent ici au NUMA, travailler à toute l'émergence des pôles de compétitivité, des incubateurs, des accélérateurs, et j'ai vu d'ailleurs ce qu'on avait fait à l'époque a essaimé et a été relayé. La ville peut beaucoup vous aider. D'abord parce qu'elle a une puissance symbolique, politique et médiatique extrêmement forte, elle est très incarnée par le maire, mais pas que. Deuxièmement, parce que nous sommes le grand ordonnateur, maître d'ouvrage des stratégies urbaines, et dans le plan local d'urbanisme bioclimatique dont j'ai eu la charge, nous avons prévu beaucoup de mesures en faveur de l'entrepreneuriat, de protection, de ciblage, etc. Et que nous avons beaucoup construit de belles aventures avec le NUMA, Climate House désormais, avec la station F, avec Agoranov, avec Paris Biotech. Avec Paris Biotech, pour vous donner un exemple, il faut être un stacanoviste quand on fait de la politique. Le Paris Bioparc qui va ouvrir à Jussieu. C'est moi qui ai fait le premier PowerPoint en 2008 avec Jean-Michel Dalle qui dirigeait Agoranov. 2008 et on va le livrer en 2028. Donc c'est vraiment un travail. On va aider. Comment on peut protéger? D'abord un Small Business Act. On a déjà poussé les curseurs. Moi j'étais adjoint aux finances, on avait déjà fait des choses en matière de spécification. On connaissait la lourdeur et la contrainte des marchés publics, mais on peut aujourd'hui aller un tout petit peu plus loin sur les curseurs en matière de recours aux écosystèmes économiques locaux. Je veux protéger. Je suis un fan de numérique comme vous tous ici, mais je me méfie et je me révolte beaucoup de la prédation démocratique, économique que nous imposent les plateformes américaines. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles soient américaines, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils proposent des services qui parfois m'étonnent, ça a à voir avec le fait qu'ils imposent des modèles qui sont insupportables. Et il y en a certains qui sont trop gros maintenant pour qu'on les attaque de front, mais on a mené beaucoup de combats sur ces sujets-là, autour des mobilités innovantes un peu anarchiques, autour des économies de plateforme, sur les sujets de logement, sur les sujets VTC, autour du sujet des dark kitchens et des dark stores, etc. Moi, je suis pour l'innovation numérique, je suis pour l'évolution des modes de consommation, mais je suis pour la régulation au nom de l'intérêt général. On l'a beaucoup fait et Paris, je crois, a aidé beaucoup de villes dans ces combats-là parce qu'on a la force pour le faire. Et donc, on va vous protéger, on va vous aider, on ne peut pas tout faire. Moi, je ne suis pas de marché, je ne suis pas ministre de l'économie, etc. Mais ce qu'on veut, c'est un écosystème hyper friendly vis-à-vis de la création d'entreprises, de la qualité de vie, parce que c'est aussi essentiel pour l'attractivité des talents. Et puis, on travaille aussi, ce sera une évidence un peu plus tard, sur le sujet du financement.
sujet qui est important pour changer d'échelle. Climate House, on ne fait pas les choses vraiment exactement comme ailleurs. On vous propose un récap assez unique de ce qui vient de se passer ce soir. Et pour ça, je laisse tout de suite la scène à celui qui est, et c'est son vrai titre, Chief of Panache à la Climate House. C'est Rémi Salomon. Moi, je ne supporte pas des GMO, mais des MOTS. Dans moins de 6 mois, Paris vote. C'est un tournoi, un jeu d'ego pour l'escargot, au vélo cargo. Une élection est éloquence. C'est The Voices. Qui aura le plus de voix? Game of Thrones démocratique, nous sommes en guerre contre le carbone et son impact. C'est pas un fun fact. Bouleversement climatique is coming, ça nous dézingue. Sous les toits gris de zinc, 45 degrés, chaleur de dingue, cerveau folle dingue. Contre les ABF, un plan volet et eau, ombre, air. Et tester la vie brûlante. Les élus en chaleur tournante. Pour faire agir. Ici, à la Climate House, architectes du monde de demain, nous testons l'alliance des échos, écologie et économie. Toutes les jeunes pousses sont réunies. C'est un pari pour l'avenir. On ne peut pas s'abstenir. Observez la bascule en candide funambule. Nous recevons les candidats, ils pullulent. Paris, ville symbolique, Paris est une fête. Sa beauté est aussi manifeste. 15 000 € la nuit, mais Paris est une dette. Vendre le Parc des Princes, les bijoux de la ville, pas ceux du Louvre. Ouvrir un métro, boulot, sans dodo. Paris, fille de la Révolution. Paris, Paris, Paris au trajet, trop long ou matinaux. Paris ubérisé, Paris maréisé, mais Paris délibéré et végétalisé par son peuple et ses voies cyclables. Encore plus de vélos. Emmanuel Grégoire, start-upper originaire de quartiers prioritaires, combat écologique, social, alimentation sans plastique. Soutien aux acteurs numériques. On supporte les portes. Place à la science dans la cité. Et faire le récit partagé d'un demain. Paris sans fatalité, plus humain. 5000 événements par an, ça déplace. Marathon sans verre, c'est plus du surplace. Alors très bientôt, c'est le peuple dans l'isoloir municipal. Des écoles surprises par l'assaut dominical du devoir citoyen où se croisent les avis, les valeurs, les espoirs et toutes nos vies. Les Parisiens, décident façon puzzle qui sera le visage de Paname, qui fera le buzz, qui sera là où le boss. On y croit encore? Le vote local oblige. Quand l'autre vertige, l'urne dirige. Mais l'abstention silencieuse, candidate, paradoxe démocrate, pose sur l'enjeu de nos libertés sa patte. Faisons à Paris, collectif, que les voix submergent, du parc Montsouris au vignoble de Montmartre, que la politique soit noble, qu'elle unisse plutôt que n'oppose, et nous fasse vivre la vie en rose. Alors ici, entre transitionneurs de la Climate House, nous avons l'instinct grégaire, mais ce soir c'était l'instant Grégoire.